Tu écoutes l'épisode 79, Burnout et charge mentale avec Catherine Vazet. Donc, Catherine Vazet est psychologue et gestalt thérapeute. Elle est spécialiste du burnout depuis 2000. Elle a également une école de formation qui s'appelle No Burnout et est auteure de 3 livres à ce sujet. Le premier, c'est Burnout, comment le détecter et le prévenir. Le deuxième, c'est un titre qui m'a fait, pour moi, pas mal inspiré, c'est Comment rester vivant au travail. Et le dernier, c'est la boîte à outils de votre santé au travail. Catherine Vazet, bienvenue dans le podcast de S'ouvrir à l'amour. Merci. J'avais envie de vous inviter parce que j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, notamment qui venaient pour des raisons amoureuses, donc pas du tout forcément en lien avec la santé au travail, avaient des symptômes du burn-out. Et c'est pour moi, en fait, vraiment un frein, on va dire, additionnel ou indirect pour arriver à être en relation, parce que pour moi, quand on est épuisé, c'est quand même difficile de relationner. Et donc, j'avais envie de vous inviter pour parler, en fait, de ce sujet qui me semble de plus en plus grandissant. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi? Alors, le burn-out, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu et reconnu comme difficulté, comme souffrance dans la vie. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans en arrière, mais ça fait longtemps que je travaille avec cette problématique-là. Donc, on a plus de personnes qui peuvent se reconnaître parce qu'on en parle davantage. Puis après, il y a aussi plusieurs facteurs qui sont des grands facteurs de société qui font que, oui, il y a probablement plus de burn-out aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ans en arrière. Les facteurs majeurs qu'on vit tous, hein, c'est la sédentarité croissante. On est de plus en plus sédentaire et dans notre travail et dans notre vie privée. Ça pose un problème par rapport au stress parce que le stress nous prépare à une décharge d'énergie dans une action physique. Puis ce qui se passe actuellement dans notre société, c'est que on charge beaucoup de tensions intérieures, de stress, on emmagasine ce stress, on le contient et il n'y a plus ou moins de porte de sortie. La porte de sortie du stress, c'est quand on a l'impression qu'on se défoule, hein. Donc, ça nécessite quand même d'utiliser le corps, de bien bouger le corps, etc. Donc ça, la sédentarité croissante, c'est vraiment une difficulté qui va se poser pour tout le monde. On est baigné dedans parce que dans notre quotidien, dans l'ordinaire de notre vie, on est moins sollicité, on a moins d'occasions de s'essouffler, de bouger son corps, etc., si on ne le fait pas consciemment. Le deuxième facteur qui explique pourquoi il y a plus de burn-out aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière, c'est les nouvelles technologies qui font qu'on va travailler autrement, qui font aussi que c'est plus compliqué à poser des limites et à préserver sa vie privée du travail parce qu'on a la possibilité d'avoir le bureau dans la poche. Donc, ça veut dire qu'on peut être amené à être en contact avec notre travail 24 heures sur 24. On est peut-être sur une plage idyllique, c'est possible, même sur cette plage idyllique, alors que rien ne pourrait nous rappeler le travail, de regarder ses mails, d'être peut-être interrompu dans ce moment de détente par le travail. Donc c'est une difficulté qu'on doit faire face et tous, on doit apprendre à faire avec ces nouvelles technologies. On a appris à les utiliser techniquement parlant, maintenant on doit apprendre à les utiliser au niveau humain aussi. Donc qu'est-ce que ça provoque en termes aussi de rythme de travail, d'interruptions trop fréquentes, que ça nous mange notre vie privée, ou qu'on est trop en contact et en souci de notre travail dans la vie privée. Et tout ça, c'est des choses qui est indispensable à apprendre. Voilà, donc on a des grands facteurs majeurs de la société dans laquelle on vit. Un autre facteur, c'est qu'on s'identifie énormément à notre travail. Et ça fait on va mettre en priorité parfois le travail, les obligations professionnelles, comme si c'est ça qui prend le dessus, qui prend le dessus sur d'autres choses de notre vie. Donc, au niveau de construire notre équilibre de vie, c'est plus compliqué. Ça le serait moins si le travail était une chose parmi d'autres, puis que peut-être la famille, on s'identifierait peut-être plus à notre famille. Du coup, ce serait peut-être la priorité sur la famille, mais ce n'est pas le cas pour une majorité de gens, en tout cas.
on va dire en Europe, dans notre culture occidentale, on met en avant les obligations professionnelles, en fait. Mhm. Voilà. Et quelqu'un qui se dit, ouh, là, je crois que je remplis pas mal de ces facteurs-là, je pense que beaucoup se reconnaissent là-dedans. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est proche du burn-out ou déjà en burn-out? C'est quoi les principaux symptômes en fait? Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le burn-out, c'est que c'est un épuisement qui est dû au stress chronique. Donc, ça veut dire que ça prend un certain temps pour on s'épuise. On risque pas le burn-out si ça fait 2, 3 mois qu'on est en surcharge totale parce qu'il y a une échéance, il y a un projet à amener, etc. Là, on va avoir des symptômes de stress, mais on risque pas d'épuiser notre corps parce qu'il faut plus longtemps que ça pour épuiser le corps. Et puis, au niveau de la durée, il faut un minimum de 6 mois de stress chronique pour risquer d'entrer dans ce processus d'épuisement. Et puis, c'est un processus qui se déroule. Ça veut dire que quand on y entre, on commence à entrer les symptômes et les signaux d'alerte entraînent d'autres symptômes qui entraînent d'autres symptômes. Ça veut dire que c'est pas juste le travail, c'est que c'est tout un processus intérieur qui va se passer. Et puis, si on décrit la chose, ce qu'il faut aussi savoir avec le burn-out, c'est que c'est le corps qui s'épuise et qui va avoir des répercussions sur notre équilibre psychologique, notre morale, la façon dont on gère nos émotions. Et c'est pas comme la dépression qui est un trouble psychique qui va influencer le corps. Donc c'est vraiment un épuisement de notre organisme qui va nous déséquilibrer entièrement au niveau de qui on est en fait. Et puis ça va se manifester de la manière suivante. Souvent on parle souvent de fatigue, mais en fait, c'est pas ça que les gens vivent la plupart du temps. Ils vivent plutôt une impression de saturation, d'avoir l'impression de plus avoir envie, plus avoir le goût d'aller au travail ou de se forcer à travailler. Donc, il y a une démotivation qui va arriver assez rapidement. Euh, et puis, il y a une atteinte au niveau, on en parle peu, il y a une atteinte au niveau intellectuel, de plus en plus de peine à se concentrer, une peine à mémoriser certaines choses et une perte de la vision d'ensemble. Ce qu'on peut comprendre très bien, c'est que normalement, le stress, ça va changer notre perception de notre environnement. On va focaliser sur la source potentielle de danger. Donc, on appelle ça la vision tunnel, hein. Ça veut dire qu'on va être capable de voir qu'une seule chose et on ne voit plus le reste. Donc, dans le stress chronique, ça se passe aussi comme ça. C'est exactement le même processus. On va se focaliser sur une chose à la fois et on perd une vision d'ensemble. Et en plus, on a un effet pervers, c'est que sous stress, on focalise sur la source potentielle de danger, donc les problèmes éventuels, les obstacles éventuels, et donc on focalise sur ce qui pourrait arriver de grave ou de négatif. Et dans le stress chronique, ça se passe aussi comme ça. La personne, de plus en plus, va plutôt être attentif à tous les problèmes qui restent encore à résoudre ou toutes les choses qu'elle n'a pas encore fait, plutôt que de voir ce qu'elle a déjà réalisé ou ce qui va bien. Donc, il y a une vision biaisée de l'environnement ou de son travail ou de sa vie, en fait. Et plus on avance dans le processus, plus ça s'aggrave. Et ça peut s'aggraver même en ayant des attaques de scénarios catastrophes, hein. Donc ça peut vraiment se développer d'une manière extrême qui va provoquer aussi bien sûr des inquiétudes, des ruminations mentales, hein. Ça veut dire que là on commence à cogiter, à essayer de trouver des solutions, puis ça devient envahissant parce qu'on n'a plus le choix. C'est comme quelque chose qui est irrépressible qui commence à arriver. Et puis c'est normal que ça se passe comme ça parce que le stress, au départ, c'est une réaction de notre cerveau archaïque. Donc c'est une réaction de survie. Donc ça prend le dessus sur le plaisir, sur les choses où on pourrait admirer la vue, ou etc. Parce qu'il y a l'histoire de survie derrière. Et les gens se sentent comme ça aussi. Et dans notre tête, ça va être de plus en plus la survie. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on va remarquer au début, hein, c'est une impression d'être saturé. Le travail prend de plus en plus de place dans ma vie. Ça envahit ma vie privée sous forme de rumination, de soucis professionnels.
je vais commencer à devoir travailler plus d'heures pour essayer d'avoir le même rendement que d'habitude. Ça veut dire que pour compenser l'inefficacité, je vais travailler davantage avec une impression que j'y arrive de moins en moins. Donc ça aussi, ça atteint aussi la confiance en soi, hein, parce que les personnes se rendent compte qu'elles travaillent moins efficacement que d'habitude. Et puis, donc, elles vont s'inquiéter encore plus de leur travail. Donc, elles vont y penser encore plus dans leur vie privée. Et puis, c'est pour ça que ça commence à envahir la vie privée, alors que, basiquement, la vie privée, elle nous aide par rapport au travail, parce que c'est là qu'on peut récupérer activement, se changer les idées, faire d'autres choses qui nous détendent ou qui nous font nous défouler, ou etc. Puis de plus en plus, le travail qui prend de plus en plus d'importance, ça fait que ça mange aussi ces moments de récupération. Donc ça rajoute encore plus de fatigue sur la personne, d'autant plus que aussi un des signaux, c'est que on dort moins bien la nuit. Parce que les hormones de stress sont là pour nous réveiller, pas pour nous endormir. Donc, en fait, le sommeil est très vite désorganisé. Et ça fait que la personne, elle a de plus en plus de peine à contrôler sa vie, à gérer sa vie comme avant. Et puis, il y a un effet pervers, c'est que comme les personnes les plus à risque, c'est des gens qui aiment leur travail, qui sont engagés dans leur travail, quand elles voient qu'elles n'y arrivent pas comme d'habitude, elles vont essayer de le faire quand même. Donc, elles vont entrer, on appelle ça la période de résistance au stress, hein. C'est que on va entrer en crispation et en résistance à ce qui se passe, faire des efforts pour vivre notre quotidien pour essayer quand même de le faire alors qu'on y arrive de moins en moins bien. Donc il y a une histoire aussi qui est d'une attitude tendue de survie plutôt que de prendre du recul avec les choses, puis de se détendre, puis de se dire ok, je fais une chose après l'autre, etc. C'est de moins en moins possible à le faire. Et puis il y a aussi quelque chose qui va surcharger en plus la personne, c'est que souvent elle se rend compte qu'elle est moins efficace, donc elle va mettre en place des autocontrôles. Elle va se contrôler davantage pour éviter les erreurs parce qu'elle se sent moins fiable. Du coup, et ça va lui prendre plus de temps. Et comme elle a une moins bonne vision d'ensemble et de son organisation va être complètement commencer à se détériorer, et donc elle va être encore moins efficace. Et puis ça, c'est vraiment un syndrome, plus on avance, plus on arrive vers une personne qui va être de plus en plus en souci, en inquiétude pour son travail. Ça va prendre de plus en plus de place dans sa vie, donc moins de ressources possibles dans sa vie privée, et moins bien dormir la nuit, et moins efficace, donc encore plus de soucis, et puis ainsi de suite. Et à un moment donné, ça bascule de ce que vous avez mentionné comme stress chronique à bah, le corps y arrive plus, puis du coup, il explose en fait. Alors, le moment où on peut dire qu'il y a quelque chose qui ferait que l'arrêt de travail serait obligatoire, on ne peut plus travailler, il peut se manifester de plusieurs manières. Soit c'est le corps qui flanche, qui craque. Ça peut être un grave problème de dos, par exemple, où il y a des personnes qui supportaient plus les bruits. Enfin, voilà, ça peut se manifester au niveau corporel, ça peut aussi se manifester au niveau émotionnel, dans le sens, ben voilà, je suis tellement angoissée que j'arrive même plus. Il y a des personnes qui sont tellement angoissées, elles n'arrivent plus à sortir de chez elles, hein, et puis c'est d'un jour à l'autre, alors qu'elles n'ont jamais eu ce trouble-là d'angoisse. Donc ça peut être des crises d'angoisse importantes. Ça peut être des crises émotionnelles, dans le sens pleurer dans une séance de travail ou craquer, être désespéré, sentir de l'impuissance. Enfin, c'est tout ça au niveau émotionnel qui va être irritable, se mettre en colère pour quelque chose. Tout ça, ça va être vraiment exacerbé. Puis après, il y a une autre partie, on peut aussi craquer au niveau intellectuel, dans le sens où les gens n'arrivent plus à réfléchir, n'arrivent plus J'avais une femme qui me racontait, elle arrive comme tous les matins à son bureau, elle s'installe devant son ordinateur et puis plus rien. Elle ne sait même plus comment allumer son ordinateur. C'est le vide complet, le brouillard total dans sa tête. Elle n'arrive plus du tout à se concentrer pour pouvoir même faire des gestes simples comme allumer l'ordinateur. Et on voit des gens qui sont, par exemple, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles n'arrivaient plus à lire
quoi que ce soit, hein. Donc, il y a vraiment au niveau intellectuel, il y a quelque chose qui va faire que c'est même plus possible de fonctionner normalement dans le quotidien. Donc, quand il arrive ça, c'est vrai que c'est extrêmement grave. Ça nécessite un arrêt de travail. De toute façon, la personne ne peut plus travailler. Et puis, c'est un degré grave d'épuisement. On essaye de ne pas en arriver là, d'attraper les gens avant, alors si possible, avant l'arrêt de travail, parce qu'il y a encore de l'énergie à disposition pour pouvoir changer ce qui a changé. Et si possible, ne pas en arriver à une atteinte à ce point de l'organisme. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous ces symptômes sont explicables par les effets du stress chronique sur notre organisme. Et ce que ça atteint, en fait, c'est que si vous voulez, dans le corps, on a une pédale d'accélérateur, c'est le stress, hein, les hormones de stress qui se mettent à circuler. On appelle ça en termes scientifiques Sympathique, oui. le sympathique, hein, le système nerveux autonome sympathique. Mhm. Puis on a heureusement une pédale de frein qui se nomme le parasympathique. Oui. Parasympathique, il aide à nous calmer, à digérer émotionnellement les choses, à se détendre, à relaxer le corps, etc. Et dans le burn-out, les deux parties sont atteintes, les deux parties sont épuisées. Donc, on n'arrive plus à accélérer, mais on n'arrive plus non plus à freiner. Ça veut dire que c'est pour ça que tout est désorganisé aussi au niveau émotionnel, parce que le parasympathique ne peut plus jouer son rôle habituel dans l'ordre de la détente ou de garder à distance les choses, de rester serein, etc. Je travaille beaucoup avec le système nerveux autonome et c'est vrai que quand on se sent en survie en relation amoureuse, on sent ces activations. Je pense qu'en termes de burn-out, on est bien sûr à un autre stade. Euh, Est-ce qu'on peut se remettre d'un burn-out? Quelles seraient les étapes en fait pour... Alors, en principe, on peut se remettre tout à fait d'un burn-out, même un burn-out avancé grave, comme ce que j'ai décrit avant. Schématiquement, il y a trois étapes dans le traitement. La première, l'objectif, c'est remonter le niveau d'énergie. Donc, c'est une phase où c'est la loi du moindre effort, si possible, le moins de stress possible. Et puis, c'est une récupération active, c'est pas un repos. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des choses pour récupérer. Et puis, les deux choses sur lesquelles, qui sont de leviers de récupération pour nous, c'est le sommeil. Donc, bien dormir la nuit le mieux possible. Donc, aménager des choses qui font qu'on peut bien dormir, si possible sans médication, parce que les médicaments n'aident pas à un bon sommeil récupérateur, ça nous anesthésie plutôt. Et puis, la journée, être en activité physique. Et ça, ça va de pair d'ailleurs, parce que plus on se fatigue dans le corps au niveau activité physique, mieux on va dormir la nuit parce qu'on a une bonne fatigue. Mhm. Donc ça aide le corps à récupérer, à se régénérer, etc. Si en plus on fait l'activité physique à l'extérieur, dans la nature, ça va encore plus aider le corps. Et puis l'activité physique, c'est une activité physique adaptée à ce qu'on aime, peut-être, à ce qu'on connaît. Mais si la personne fait déjà du sport, on va essayer de chercher peut-être une autre activité, parce que ce n'est pas le but d'entrer dans une performance, puis Mhm. de se fixer dans le corps pour atteindre le même niveau qu'on a d'habitude. C'est plutôt d'avoir plaisir de bouger, en fait. Donc, puis ça, normalement, dans cette première phase, je demande aux personnes de le faire. C'est 1 heure d'activité physique minimum par jour. Ça peut être 4 fois 15 minutes, hein, ça peut être échelonné, etc. Et puis, on essaye de trouver une activité physique qui convient à la personne. La deuxième phase, peut-être je présente juste les trois phases, comme ça Oui. après on peut en parler. La deuxi- donc, dans la première phase aussi, c'est important de cadrer les ruminations. Ça veut dire de gérer ce qui se passe dans notre tête, parce que si la personne continue à penser travail, à se culpabiliser parce qu'elle est en arrêt, comment je vais faire pour revenir au travail après, tout ça, c'est une perte d'énergie folle qui sert à rien. Donc, c'est aussi un retour à soi, en fait, revenir à soi, à ce que j'aime, à ce qui est important pour moi, à ce qui est essentiel, etc. Et laisser tout le reste temporairement de côté. La deuxième phase, c'est une phase plus de dynamisation et d'analyse. Donc là, on va analyser beaucoup plus en profondeur tous les facteurs de risque. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a fait que cette personne vit un burn-out aujourd'hui?
dans cette période de vie, à son âge, dans ces conditions-là de travail. Donc, il faut vraiment bien analyser tous les facteurs et, et on va aussi euh, préparer un plan d'action de tous les changements à mettre en œuvre. Guérir du burn-out, ça nécessite un changement. Si on retourne au travail la même qu'avant le burn-out, il y a 100% de risque de rechute. Donc, le changement personnel, il est essentiel. Donc, c'est vraiment bien comprendre qu'est-ce que je dois changer individuellement, personnellement, pour pouvoir supporter de nouveau le travail qui m'a par ailleurs épuisé. Et puis là, donc, c'est aussi dans cette deuxième phase qu'on va faire un réentraînement intellectuel. Ça, c'est absolument indispensable pour toutes les personnes qui ont eu une sorte d'atteinte à leur fonctionnement intellectuel. Donc, ça va être des exercices de mémorisation, des exercices de concentration. Puis tout est bon à apprendre, puis normalement, il faut les faire tous les jours. Ça revient assez vite. Normalement, les facultés intellectuelles, si on les entraîne, si on fait rien et qu'on ne stimule pas l'intellect, il ne va pas se remettre. Et puis la troisième phase du traitement, c'est le retour au travail. Donc en fait, on retourne au travail pour guérir du burn-out, mais c'est pas je suis guéri, je peux retourner au travail. Donc c'est un petit peu à l'envers que pour d'autres pathologies. On a besoin de ce retour au travail, de ce retour dans le stress pour renforcer la personne, la réhabiliter, qu'elle développe des moyens, une autre attitude au travail, développer autre chose, une autre façon peut-être de dire non, de poser ses limites, diminuer son exigence personnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en œuvre dans le travail. Donc ça, c'est une part importante du traitement, c'est le retour au travail qui normalement se fait progressif. En principe, c'est 50% du taux habituel. Et puis après, on peut monter par palier. Il y a des gens qui montent de 50 à 100, il y en a d'autres qui font des petits paliers entre deux. Ça, c'est égal, mais il ne faut pas que ça soit, en principe, on ne remet pas quelqu'un à 100% directement. Et puis après, quand la personne elle est de retour à son travail, à son taux habituel, je considère qu'il faut encore à peu près 6 mois pour consolider le nouvel équilibre, qui est non seulement une nouvelle façon de travailler, mais aussi un nouvel équilibre de vie avec peut-être une meilleure vision ou une lucidité sur l'essentiel ou les objectifs de vie qui fait que la personne, elle va devoir, voilà, c'est un peu plus solide comme qualité de vie et comme équilibre de vie. Ben, merci pour ces trois phases. J'avais deux questions. Est-ce que dans la première phase, vous aviez parlé avant de justement que le corps, il arrivait plus à avoir cette pédale d'accélérateur et de frein. Est-ce que c'est le but de la première phase, en fait, que le corps revienne à cette autorégulation naturelle de ben, je m'active, je me relaxe, je m'active, je me relaxe, c'est ça? Je le vois pas tellement comme ça. C'est plutôt que le stress nous prépare à une action physique et en fait, on donne au corps ce pourquoi il s'est préparé. Donc, il y Ok. a des charges dans l'activité physique et ça, c'est essentiel en fait. C'est vraiment l'autoroute dans la première phase pour se sentir mieux, c'est l'activité physique. Pas se mettre la pression, mais bouger le corps, respirer, être dans la nature, dans un environnement si possible calme. Ça, c'est ça qui va vraiment beaucoup aider. Maintenant, l'histoire du système nerveux autonome qui est atteint, qui est épuisé, ça prend beaucoup plus de temps que la première phase pour pouvoir se rétablir. Euh, donc ça se rétablit tranquillement. Et puis la personne n'est pas encore rétablie, que c'est déjà le bon moment pour retourner au travail, hein. Donc on n'a pas besoin d'attendre non plus d'être complètement rétabli à ce niveau-là pour pouvoir fonctionner. Mhm. Euh, et dans la troisième phase, est-ce que, donc dans cette phase de retour justement à la vie active comme ça, est-ce que c'est principalement des mesures que la personne fait vis-à-vis de ses attentes, de sa manière de gérer au travail, ou est-ce que des fois il y a un dialogue qui se crée peut-être avec la société ou l'entreprise dans laquelle elle travaille pour réaménager ça, ou c'est plutôt un travail personnel qui est là compris? Alors moi, dans la façon dont j'accompagne les gens, je compte que sur les changements personnels.
Mhm. S'il y a du côté de l'entreprise une sorte de collaboration possible, tant mieux. La plupart du temps, même avec une bonne volonté, l'entreprise ne peut pas changer radicalement les conditions de travail comme ça d'un coup. Donc, c'est rare qu'on ait un réaménagement intéressant ou significatif pour les gens. La plupart du temps, ils vont retourner dans le même emploi, dans les mêmes conditions difficiles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même comme ça tient la route pour des gens très épuisés. Ils sont tout à fait capables de retourner à leur travail, de le faire autrement, de se préserver, d'apprendre à se préserver. Et puis, ça marche. Donc, c'est aussi, ça les réhabilite aussi à leurs propres yeux. C'est pas grâce au fait que l'entreprise leur a donné des conditions de travail meilleures, même si c'est souhaitable, hein, des fois c'est toujours bienvenu s'ils améliorent les choses, mais on ne compte pas dessus. Moi, je travaille vraiment avec cette marge de manœuvre individuelle que chacun d'entre nous avons pour pouvoir nous préserver au travail ou faire en sorte de gérer tout ce qui est cette vie exigeante professionnelle autrement. Ok, merci beaucoup pour les précisions. Et justement, ben, vous aviez dit avant que cette charge qui est due au travail, elle grandit de plus en plus et forcément, en fait, elle affecte le temps ou l'énergie disponible qu'on a pour les relations. Est-ce que il y a d'autres effets qui se créent? Est-ce que, je ne sais pas, il y a plus d'irritabilité avec les personnes de notre entourage, d'autres effets en fait euh, annexes qui peuvent se créer au fur et à mesure que la personne rentre dans le burn-out? Oui. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la personne va tout donner dans son travail, elle va encore plus s'engager dans son travail, encore plus penser travail, encore faire des heures supplémentaires, et puis elle va se désengager de sa vie privée petit à petit. Donc elle va de moins en moins être disponible pour ses proches. Elle va être plus dans la tête avec son travail tout en étant avec les proches. Donc il y a un manque d'attention, d'écoute peut-être. Et puis il y a de plus en plus ce manque d'envie de s'investir dans les choses qui feraient plaisir, ou des choses courantes comme aller voir les amis ou aller manger au restaurant. C'est comme si ça débranche parce que la personne, elle a de moins en moins de disponibilité intérieure ou d'énergie ou d'attention à consacrer à sa vie personnelle. Donc, de plus en plus, elle va perdre tout ce qui était des ressources pour elle. Euh, Normalement, la vie privée, dans une grande partie de ce qu'on fait, ça nous aide à mieux supporter le travail parce qu'il y a beaucoup de ressources. Et la relation de couple en est une, hein. C'est une très bonne ressource aussi pour nous permettre de nous changer les idées, d'être soutenus, d'être écoutés peut-être, d'avoir une solidarité. Tout ça, c'est favorable. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la plupart du temps, dans ce stress chronique, cette résistance au stress, l'épuisement progressif, la personne va de plus en plus déserter la relation de couple ou être moins là, ou sans le vouloir. Hein, c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire d'incapacité de cultiver le lien de couple ou la disponibilité aux proches ou son rôle de parent aussi. Hein, c'est aussi souvent déserté. Et puis, elle en revient à peut-être encore faire tout ce qui serait des obligations, mais on va voir qu'elle va le faire peut-être de manière plus robotique, sous pression, sous stress. Il y a quelque chose qui est sec, qui devient moins humain, moins chaleureux. Et puis, ça va être, bon, OK, je continue sur la lancée, je suis dans le stress dans le travail et je continue à être stressée pour aller faire les courses, pour m'occuper des enfants, pour faire à manger, voilà. Puis il y a tout ce côté-là qui se maintient d'être dans cette survie, en fait, cette impression de survie. Après, il peut y avoir une autre réaction des gens, euh, c'est euh, c'est c'est comme si bah, je fais déjà tellement d'efforts dans mon travail pour me maintenir à niveau, puis réussir à faire face à tout ce qui se passe, que je ne vais pas encore en plus en faire dans ma famille, Mhm. dans ma vie privée. C'est comme si je lâche complètement prise avec toutes mes obligations, mes responsabilités ou des choses qui seraient plus de l'ordre, qui me demandent une action ou que je sois active
Puis dans la vie privée, on a des choses qui nécessitent qu'on cultive, qu'on nourrisse, qu'on ait des attentions, qu'on puisse être peut-être, je sais pas, créatif pour créer un week-end sympa à faire, à passer avec notre famille, euh, ou qu'on ait des idées, ou qu'on ait envie de prendre notre conjoint dans les bras parce que c'est bon, parce qu'on a envie d'affection. Tout ça, c'est comme si ça peut tomber, ça peut être vu comme, ah non, encore un effort. J'ai vu tellement de gens aujourd'hui, j'ai plus envie de voir personne. Je me force quand même de rester avec mes proches parce qu'il faut, mais je suis plus là en fait. Ça peut être vraiment comme une sorte de désert. Et puis ce que les personnes vont faire aussi, c'est comme il y a moins d'énergie, il n'y a plus d'envie, ce qui va arriver, c'est elles vont commencer à se distraire avec des choses qui demandent le moindre effort, comme par exemple surfer sur les réseaux sociaux ou bien jouer à des jeux, des applications, des jeux informatiques. Et puis ça abrutit en fait. C'est comme Mhm. si elles peuvent plus, elles peuvent que passivement faire des choses, mais elles sont plus proactives par rapport aux choses. Donc ça veut dire aussi se passer des séries télé à non plus finir, puis rester coincé dedans. Parce qu'il y a plus cette capacité à se mobiliser en fait. Est-ce que le partenaire peut être une source de décharge émotionnelle, c'est-à-dire que tout le stress qui a été accumulé dans le travail, en fait, comme ça sort pas par le corps ou par une phase de repos, est-ce que ça, est-ce que vous voyez ça, en fait, que finalement le partenaire qui est à la maison est la décharge? Alors, ça arrive très souvent. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans le travail, c'est très exigeant par rapport aux émotions, hein. On doit beaucoup contenir les émotions. On est censé être motivé, quelles que soient les situations. On est censé, alors il ne faut pas être trop enthousiaste, sinon c'est louche. Euh, On est censé encaisser des agressions, des fois c'est des humiliations, des fois c'est des pièges relationnels qu'on nous met en place, etc. Sans broncher, sans agresser en retour, hein. Donc ça demande de contenir aussi peut-être beaucoup de frustration, beaucoup d'attentes déçues. Donc il y a tout ce travail émotionnel qui est plutôt à contenir. Et puis quand on contient comme ça, il y a besoin à un moment donné que ça sorte. Donc si on n'est pas conscient de ça, ça va ressortir où? Ça va ressortir auprès de la pauvre caissière du supermarché qui a rien fait, mais qui va peut-être un peu trop lentement. Puis on commence à lui décharger dessus parce qu'on est énervé, etc. Ou ça va ressortir sur les enfants qui font trop de bruit, ou ça va ressortir sur le conjoint qui nous demande encore une fois de faire un effort, etc. Oui, c'est parce que ça a besoin de sortir. Donc si on n'est pas conscient, puis qu'on s'en occupe pas consciemment, dans le sens se prévoir des moments de défoulement ou justement pour décharger sainement dans une action physique où ça ne fait pas de mal à notre corps ni aux autres. Si on ne fait pas ça consciemment, il y a de fortes chances que ça se passe inconsciemment et maladroitement sur les autres et souvent sur nos proches. Après, il y a un autre effet pervers, je trouve, dans la relation de couple, c'est que les gens, quand on se connaît bien, on se raconte les choses en fait. Ah, bah, je vais raconter à mon conjoint tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tanana, puis on raconte un peu le feuilleton. Et chaque jour, bah, comment ça s'est passé ta journée de travail? L'autre nous demande par intérêt, parce qu'il a envie de savoir comment on va. Et puis ça nous remet dans le travail en fait, ça nous remet dans le stress, ça nous remet dans les soucis. Puis peut-être qu'on n'y pensait pas, mais ça y est, ça nous rebranche dessus. Et puis l'autre, on parle, et puis après on s'enflamme, et puis on parle toute la soirée. Finalement, il y a toute la soirée qui passe, et puis après on y pense même la nuit. Puis tout ça, ça fait qu'on reste dans le stress en fait. Et puis il y a cet effet pervers de bah, comment tu vas aujourd'hui, comment ça s'est passé avec ton chef, alors qu'on sait qu'il y avait des problèmes, et c'est bien intentionné de la part de notre proche, et en même temps, peut-être que c'est pas le moment pour moi d'en parler. Peut-être que j'ai besoin de... Ou alors, si j'ai besoin de vider mon sac, ce que je propose aux gens, c'est déjà de demander à leur conjoint s'ils sont d'accord que je parle pour la énième fois de ce problème de conflit dans mon équipe, parce que peut-être qu'il en a marre ou elle en a marre de m'entendre. Donc, il faut aussi manifester, enfin cadrer un peu les choses. Et puis, si il est ou elle est d'accord, j'accorde 10 minutes, montre en main, où je vide mon sac à fond. Puis comme ça, je le fais de manière intense
et je m'engage, quand les 10 minutes se sont écoulées, que j'ai fini ou pas de raconter mon histoire, à arrêter d'y penser et l'autre va m'aider à changer de sujet, hein. Donc, ça veut dire c'est un entraînement aussi de passer d'un, voilà, d'un état de rumination à changer les idées. Ça s'exerce, ça s'entraîne. Donc, plus on le fait, plus c'est possible de le faire, en fait. Donc, ça, c'est des précautions qu'on peut prendre quand on rumine du travail, des soucis professionnels ou d'autres soucis, hein, le principe de base, c'est qu'il faut les déposer à l'extérieur de soi. Soit sous forme écrite, on peut écrire les choses, les déposer sur papier, soit auprès d'un proche. Euh, Quand on dit vider son sac, c'est vrai que des fois ça fait du bien, parce que simplement on a pu le mettre à l'extérieur. Mais il faut mettre un cadre à ça, 10 minutes maximum. Donc là, si on commence à aller dans l'orientation des solutions, en fait, quand un couple, un des partenaires du couple est en pré-burnout ou en burnout, un premier conseil en fait que vous donnez, c'est justement de cette décharge limitée dans le temps, soit par l'écrit, soit avec le partenaire sous forme de dialogue. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous recommandez pour les couples? En tout cas, bah, ce qu'on peut dire par rapport au couple, c'est que la plupart du temps, quand quelqu'un est dans ce stress chronique et puis qu'il est en phase de s'épuiser, il est de moins en moins capable d'identifier ce qui se passe. Mhm. Donc le déni fait partie du processus. Et puis qui c'est qui va se rendre compte il y a un problème? C'est souvent les proches. Ils vont se rendre compte bien avant que la personne elle-même, qui a un burn-out qui est en train de se dérouler. Donc souvent, les proches sont inquiets bien avant, ils voient la différence et ils en parlent et ils se manifestent et ils disent, mais il faudrait que tu ailles voir quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas, t'es pas comme d'habitude, etc. Donc ils vont manifester quelque chose. Ça peut être un bon système d'alerte, en fait, hein. Maintenant, on pourrait dire que autant la personne qui vit le burn-out, elle est dans un processus avec des phases, la vie de couple va être malmenée aussi là-dedans. Et puis on peut voir d'abord comme une phase qu'on pourrait dire d'usure, ça use la relation de couple. Et pourquoi ça l'use? Parce que le, la personne qui est le conjoint ou la conjointe, dans un premier temps, elle va essayer de soutenir, d'aider la personne en burn-out. Donc, elle va peut-être faire des tâches ménagères supplémentaires, elle va être à l'écoute davantage, elle va peut-être moins parler de ses difficultés à elle ou à lui, parce qu'elle voit bien que l'autre n'est pas disponible. Peut-être qu'il va s'occuper plus des enfants, peut-être qu'il va organiser des soirées en couple de lui-même ou d'elle-même sans compter sur l'aide de son conjoint ou sa conjointe. Donc, dans un premier temps, il va se retrouver dans le rôle plutôt de l'aidant, hein, proche aidant. Une deuxième phase qui se pose, c'est parce que ça dure, hein, il faut vraiment voir que ça dure dans le temps. Des fois, ça dure 6 mois, une année et demie, avant qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse se révéler ou qui puisse être pris en charge. Donc pendant tout ce temps-là, il y a quelque chose qui va s'user de plus en plus et la personne va peut-être entrer dans une phase plus de rejet, en fait. Oui, mais avec tout ce qu'on s'est dit, tu m'as promis que tu allais moins travailler, que tu allais revenir à l'heure, puis tu le fais pas, puis ça s'empire. Puis d'ailleurs, moi j'en ai marre parce que c'est moi qui fais tout pour les enfants. Et puis moi aussi, je suis fatiguée. Puis il y a quelque chose parce la personne, elle voit que ça suffit pas, en fait. Tout ce qu'elle a mis en place, ça suffit pas. Plus le processus avance, plus le conjoint ou la conjointe, il est aussi dans un sentiment d'impuissance. Tout ce qu'on essaye de faire pour aider la personne, il n'y a rien qui marche. Et en plus, ça s'empire. Ça veut dire qu'il a beau, ou elle a beau promettre des choses, ça ne tient pas, il va de plus en plus mal, la santé commence à vraiment se détériorer de plus en plus, elle le voit, il le voit, donc il y a vraiment quelque chose qui est dans l'ordre plutôt du rejet, d'un Mhm. mécanisme de défense aussi. On va toujours se défendre quand on sent l'impuissance. C'est difficile à supporter l'impuissance en fait. Et puis du coup, la relation de couple peut être vraiment malmenée, on peut même perdre confiance en l'autre parce qu'il y a toutes ces attentes déçues, il y a toute cette indisponibilité qui est très blessante.
peut-être même l'autre, il est dans l'irritabilité, ou bien il est fermé, ou il est sec, ou il y a quelque chose qui n'est pas sympa, en fait. C'est pas chaleureux, c'est pas, il y a peut-être plus de relations sexuelles, parce que ça atteint vraiment plein d'endroits, hein. Peut-être qu'il y a plus d'affection, ou peut-être qu'il y en a trop, parce que ça peut être aussi l'autre effet. Et puis, donc ça, c'est une phase dans laquelle c'est extrêmement difficile. Avant la prise en charge, avant que la personne puisse être vraiment, commencer à entreprendre un processus de guérison. Et c'est une très longue phase dans laquelle tout le monde s'use, en fait. Mhm. Les enfants aussi, hein, ils en pâtissent. Et puis après, en principe, quand la personne est prise en charge et puis qu'elle commence à aller mieux, il y a une réaction qui est presque normale, je trouve, du proche qui a aidé cette personne pendant longtemps. C'est ah ben maintenant que tu vas mieux, tu vas pouvoir faire ceci, faire cela. Il y a des attentes qui arrivent, hein. On attend de l'autre. Ah, mais alors maintenant que tu vas mieux, tu vas pouvoir enfin passer du temps avec moi ou t'occuper des enfants, etc. Puis c'est peut-être pas encore c'est peut-être pas encore possible pour la personne qui est en traitement du burn-out. Donc il y a une phase aussi où la personne elle est blessée par plein de choses qui se sont passées, puis elle n'a pas pu exprimer sa blessure parce qu'il n'y avait pas la disponibilité, il n'y avait pas l'écoute chez l'autre. Donc, on entre là dans une phase plus de réparation. Comment réparer ce lien de couple? Comment réparer les choses pour peut-être pouvoir exprimer ce qui a été blessé, avoir ce temps de partage aussi, oser dire, euh, et puis changer. C'est très, très important de changer de registre. Pendant toute cette phase de stress chronique, euh, la personne, le conjoint, la conjointe de celui qui fait le burn-out, il va être proche aidant. Donc, on va se retrouver dans un lien de couple qui est bizarre parce qu'il y a un qui aide et l'autre qui est aidé, hein. Donc, c'est pas équilibré, c'est pas une solidarité, c'est pas quelque chose voilà, on s'aide mutuellement. C'est plutôt l'un aide et l'autre aide. Donc, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Donc, celui qui a aidé beaucoup, il va pouvoir exprimer davantage ce qui a été dur pour lui ou pour elle. Et puis après, c'est important de rétablir un lien habituel. Donc, la personne en burn-out doit sortir de ce rôle de victime. Et puis la personne qui a aidé, qui est le conjoint ou la conjointe, elle doit sortir de son souci pour l'autre, de vouloir l'aider, d'être préoccupée, de poser mille questions, etc. Et c'est en ce sens-là que normalement, j'accompagne les gens, je leur dis toujours, n'utilisez pas votre conjoint ou votre conjointe pour parler de comment ça va pas bien, mais essayez de revaloriser, de pouvoir vous sentir de nouveau admiré, de parler d'autres choses, de vous ressentir dans un rôle à part entière, de redevenir la femme ou l'homme que vous étiez. Donc, c'est pas parler à votre proche de vos soucis, de ce qui est difficile encore à vivre, de vous inquiéter, de vos doutes, etc. Ça, vous faites ça ailleurs, en principe avec le professionnel ou dans la relation thérapeutique, mais ça peut être aussi avec des amis proches, etc. Pour préserver la vie de couple, à vivre d'autres choses, des choses plus, de cultiver quelque chose qui est un lien plus sain, en fait, et qui est rééquilibré. Ça fait dans le concret, je sais pas, j'avais un homme qui se sentait vraiment amoindri. Et puis lui, il était en arrêt de travail, sa femme, elle continuait à travailler à fond. Et puis quand elle revenait du travail, il ne savait pas quoi lui raconter parce qu'il était en arrêt de travail, puis il se sentait misérable en fait. Et puis ce qu'on a mis en place de concret qui l'a beaucoup aidé, c'est que chaque jour, il écoutait une conférence TED. C'est ces conférences où il y a des idées intéressantes. Il la résumait pour sa femme, puis il lui racontait. Mhm. Puis après, on a aménagé plein de choses à raconter à sa femme, qui est vraiment autre que sa souffrance, sa douleur, etc. Et puis ça lui a permis vraiment déjà de se sentir mieux aux yeux de sa femme, de se sentir un peu plus un homme debout, euh, Mhm. et puis de prendre de nouveau un autre rôle vis-à-vis de sa femme. Et quel conseil vous donneriez justement aux partenaires ou aux conjoints aidants, euh, que ce soit dans la phase peut-être de rejet ou dans la phase de régénération? Est-ce que c'est par exemple
d'obtenir, je ne sais pas moi, des aides extérieures qui pourraient compenser la non-aide du partenaire? Est-ce que c'est soi-même de veiller à son équilibre émotionnel? Ça serait quoi? La première chose à faire attention, c'est de prendre soin de soi. Mhm, Parce que comme on est proche, on est propulsé dans ce rôle proche aidant, hein. C'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose qu'on va faire si on aime l'autre, on va le faire automatiquement. Donc, c'est prendre soin de soi en priorité. La deuxième chose, c'est se renseigner ou être conscient ou comprendre qu'est-ce que c'est le burn-out, pour comprendre de quoi il s'agit, puis que c'est pas une histoire de volonté, enfin de manque de volonté, c'est pas et que c'est un processus qui évolue, et que on est parti pour un marathon, c'est pas un sprint, de connaître un peu les aides qui existent, de savoir que c'est probablement une des bonnes personnes pour que leurs proches réalisent qu'il est en burn-out, hein, donc pour sortir du déni, mais c'est pas la seule. Donc souvent, on est amené à devoir dire à la personne qui est dans le stress chronique puis qui s'épuise, je sais pas, 5 fois, 6 fois, 10 fois, oui, mais tu devrais aller voir quelqu'un, il y a quelque chose qui va pas, tu as l'air de plus en plus fatigué, etc. Puis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est qu'au bout de la 10e fois que la personne se rend compte, puis qu'elle va consulter son médecin. Donc c'est pas parce qu'il ne voit pas ou elle ne voit pas ou qu'elle dit non, non, mais tout va bien, qu'elle résiste. Ça fait partie du processus, cette résistance, ce déni. Ça ne veut pas dire il ou elle n'a pas entendu. Ça veut juste dire que probablement il a entendu quelque chose, mais ça prend du temps en fait pour réaliser ce qui se passe. Donc, s'informer sur le burn-out, ça va aider. Et puis l'autre chose aussi à faire, c'est demander aux proches, du moment où il est pris en charge, où il y a quelque chose de thérapeutique qui est mis en place, de quoi tu as besoin de ma part pour aller mieux. Et puis peut-être que c'est faire un jeu de société parce que ça stimule sa mémoire, peut-être que c'est ah bah, j'ai besoin que quelqu'un me stimule pour aller faire une activité physique à l'extérieur. Donc si tu m'invites à sortir, ça peut m'aider juste à l'impulse. Peut-être qu'il va dire ou elle va dire bah, j'ai juste besoin que tu me foutes la paix, que tu m'en parles pas, je m'en occupe, ne t'inquiète pas, et vivons comme avant. Voilà, on rétablit le lien de couple normal. Il n'y a peut-être rien besoin, justement. Donc, c'est vraiment voir de quoi tu as besoin de ma part dans ce processus thérapeutique qui est guérir du burn-out. Et puis, exprimer de quoi la personne a besoin. Ben, moi, qui ai subi voilà, ton absence ou le fait que tu n'étais plus disponible, etc., pendant des mois, j'ai besoin de te le dire, j'ai besoin d'exprimer ce que ça m'a fait, j'ai besoin que tu m'écoutes, que tu m'entendes, que tu reconnaisses que ça a été dur pour moi. Peut-être il y a besoin de tout ça. Ou peut-être c'est, ben, je comprends ce qui s'est passé, j'ai juste besoin que on s'amuse, qu'on soit léger, qu'on pense à autre chose, qu'on n'en parle plus, et puis qu'on se distrait avec des choses, parce que c'est ça que j'ai besoin. J'ai plus envie de me faire du souci pour toi. Peut-être ça peut être ça, hein. Donc, de quoi j'ai besoin, moi, en tant que proche, en tant que conjointe, vis-à-vis de mon conjoint. Peut-être que c'est aussi, bah, j'aurais besoin que tu t'occupes plus des enfants parce que moi, je m'en suis beaucoup occupée et puis j'ai besoin qu'il y ait un relais. Puis dans tous les cas, quand je dis prendre soin de soi, ça va être de abandonner un peu l'idée que le conjoint ou la conjointe est comme d'habitude et compter dessus qu'il va avoir des failles et de plus en plus. Ça veut dire que oui, peut-être qu'il faut se réorganiser autrement pour pas s'épuiser soi-même, parce qu'il y a vraiment un risque de s'épuiser aussi pour le conjoint ou la conjointe qui subit ça pendant des mois en fait. On peut faire des choses ensemble, hein, puis ça peut être et en prévention et aussi en traitement du burn-out. C'est c'est remettre au bout du jour de la décharge de stress. On peut jouer les animaux, on peut danser. La danse, par exemple, c'est un excellent moyen pour décharger le stress ou les tensions. Ça peut être chanter aussi. Ça peut être faire une sortie à l'extérieur. On peut s'engager mutuellement à se soutenir, à sortir. Euh, et puis peut-être il y a aussi quelque chose d'intéressant à dire, c'est que le burn-out, ça remet en question profondément la personne la plupart du temps. Ça remet pas que en question comment on travaille, ça remet en question les objectifs de vie,
C'est quoi l'essentiel pour moi? Euh, c'est quelle qualité de vie j'ai envie de vivre, hein. Donc, c'est comme un arrêt. Et puis la personne va se remettre en question, puis elle va regarder un peu sa vie, comment ça se passe, faire le bilan, le point, puis elle va refaire des choix. Puis là-dedans, peut-être qu'elle va vouloir choisir de s'investir autrement dans le couple ou de changer sa façon d'être parent. Normalement, elle va prendre des décisions, en tout cas, qui sont plus proches de ce qu'elle souhaite aujourd'hui. Donc, c'est une belle remise en question aussi qui peut être faite. On peut en profiter peut-être pour renouveler le lien de couple ou pour partager un autre potentiel ou pour développer d'autres choses ou cultiver autrement le lien de couple. Enfin voilà, ça peut être une belle remise en question aussi au niveau de la vie privée. Ouais, ça peut être aussi une belle occasion pour faire ce nouveau départ, justement. Euh, et pour les célibataires, en fait, qui sont dans cette charge mentale importante, ce burn-out important, est-ce que c'est un moment pour aller à la recherche de quelqu'un? Euh, c'est difficile à dire, c'est difficile à généraliser, on va dire. Ce qu'il faut voir, alors déjà, c'est bien, c'est bien de réhabiliter un peu le travail, parce que même si on est engagé dans notre travail, souvent c'est une source de satisfaction, de reconnaissance, on est peut-être fier de ce qu'on fait, on a des choses à dire, on a un rôle. Puis tout ça, dans la séduction avec quelqu'un, c'est utile, parce qu'on va se sentir peut-être en confiance en soi, parce qu'on réalise des choses importantes, etc. Donc ça va aider pour pouvoir rencontrer quelqu'un où peut-être qu'on n'est pas sûr, on est timide, etc. Donc le travail, il n'est pas mauvais en soi. Après, si le travail m'empêche d'être disponible à rencontrer l'autre ou à faire cet effort, hein, parce que c'est souvent un effort de rencontrer quelqu'un, on s'expose à ce que ça soit une attente déçue ou qu'il y a des choses qui ne se passent pas dans le sens qu'on souhaite. À ce moment-là, il y a peut-être un choix à faire, en fait. Ce que j'ai l'impression, moi, c'est que euh, le fait de sentir que ça nous manque de ne pas être en couple, ça peut aider à cadrer le travail. Parce que pour cadrer le travail, il faut une bonne raison. Il faut avoir une bonne motivation. Parce que c'est un effort toujours de cadrer le travail. C'est plus facile de laisser faire, puis de faire des heures supplémentaires, puis de penser au travail, etc. C'est plus facile si inconsciemment on laisse faire, c'est ça qui va se passer. Donc, si on veut faire autre chose, puis construire une autre qualité de vie, un autre équilibre de vie, il va falloir être motivé pour le faire. Et le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, ça peut être une très très bonne motivation pour faire un peu, voilà, cadrer le travail, remettre en question des choses, poser des limites, dire, bah non, aujourd'hui, je termine à 18h30 parce que j'ai un rendez-vous, parce que j'ai une motivation à terminer à 18h30. J'ai quelque chose à faire peut-être d'intéressant qui attire mon attention dans ma vie privée. C'est pas le désert de ma vie privée. Donc, du coup, ça peut être une très bonne manière de cadrer le travail, d'apprendre à se préserver du travail, parce que j'ai l'objectif de rencontrer quelqu'un. C'est créer de la place pour cette rencontre. Ou déjà, dans un premier temps, peut-être développer des rencontres sans forcément que ça soit que de la séduction, mais dans le but peut-être d'un jour trouver quelqu'un avec qui je me sens bien en couple. Donc, ça peut être une bonne chose, en fait, même pour quelqu'un qui est surchargé, d'avoir cet objectif de rencontre, parce que ça va lui donner une bonne raison de cadrer le travail et de poser des limites. Après, c'est pas toujours possible. Il y a des personnes qui sont très exigeantes avec elles-mêmes au travail et très exigeantes avec elles-mêmes de leur vie privée. Donc, il y a une sorte de atteinte un peu, c'est un peu irréaliste tout ce qu'elle se fixe comme objectif. Donc là, ça nécessite de faire des choix en fait. Et toute l'énergie que je donne ou que je passe à travailler, c'est tout ça de prix que je sacrifie d'autres parties de ma vie, hein. Donc je ne peux pas être à 200% dans mon travail, à 200% par an, à 200% dans la séduction pour être en couple. Je suis obligée de faire des choix. Donc, si j'ai un 100% d'énergie au total,
peut-être qu'il y a une partie que je vais donner comme attention, comme énergie dans mon travail, mais je vais en garder, en conserver, peut-être pour être parent ou pour être en couple ou pour être dans une disponibilité pour être en couple. Ça demande de l'énergie, en fait. Ça demande de faire de la place en termes de disponibilité. Et ça veut dire de faire un choix, de cadrer le travail, de dire stop, de se dire stop aussi en termes d'exigence. Peut-être que je vais moins bien travailler parce que je veux pas en faire autant que d'habitude. Je veux pas terminer à genoux ma journée de travail. Je veux garder encore de l'énergie pour pouvoir passer une bonne soirée avec la personne que je rencontre. Mhm. Donc, c'est un peu ça Mais moi, je trouve que d'une manière générale, c'est le plus grand risque, c'est les gens qui se surengagent dans leur travail et qui s'en rendent pas forcément compte. Ça devient le désert dans leur vie privée. Et puis, il n'y a Oui, plus que ça. Puis oui. là, c'est plus difficile parce qu'ils ont il y a plus de bonnes raisons de faire autre chose que travailler. Et puis, ça peut s'installer insidieusement, hein, ce désert dans la vie privée. Puis c'est qu'au bout de quelques années qu'ils me disent, mais je réalise, j'ai 40 ans et je suis pas en couple, et puis peut-être que j'aurai jamais des enfants. Et puis tout d'un coup, ils se réveillent, puis ils se disent, mais attends, je suis passé à côté de ma vie, ou bien mes enfants ont grandi, je ne les ai pas vus grandir. J'ai fait une super carrière, c'est génial, l'entreprise a eu plein de bénéfices grâce à moi. Mais est-ce que moi je m'y retrouve par rapport à qui je suis, ou à ma vie personnelle, ou à mes objectifs de vie? Probablement pas. Ben, merci pour toute cette belle explication au sujet du burn-out. Je pense que ça a donné une vue très complète aux personnes qui écoutent ou qui voient la vidéo sur YouTube. Où est-ce que les personnes peuvent vous trouver si ben, elles se disent, ah là, je sens que j'ai besoin d'aller plus loin parce que je sens que je suis dans cette phase. Est-ce que vous avez un site internet? Alors, même si on ne se sent pas dans cette phase, mais qu'on a envie de faire de la prévention, on peut me trouver. Oui, Important de le dire. oui, oui, oui. Donc, j'ai un site internet qui s'appelle noburnout.ch. Donc, c'est tout simple. Et puis, j'ai écrit plusieurs livres sur le thème. Et puis, j'ai aussi un blog que je tiens régulièrement où j'écris des nouveaux articles. Vous pouvez aussi brancher sur le blog sur mon site internet. Ok, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore pour cette expertise et tous ces bons conseils sur le burn-out. Avec plaisir.